Je vous remercie d'être là tous, les moins jeunes, les jeunes. Tout ça est porteur d'espoir et ça me réchauffe quelque part le cœur en ce début d'année. Et puisque précisément nous sommes en début d'année, je voudrais qu'en notre nom à tous, d'abord nous adressions nos vœux les plus sincères et de continuation à notre président Henri de Lesquen. Ah, merci. Cher Pierre. Et je voudrais d'ailleurs qu'on l'applaudisse. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais, au nom du Carrefour de l'Horloge, vous présenter nos vœux à vous, les plus sincères, pour vous-même, bien sûr, et pour tous les Français. Alors, quel type de vœux pourrais-je vous présenter? Eh bien, d'abord, celui de la santé, parce que sans la santé, rien n'est possible. Mais le deuxième vœu que je voudrais faire, c'est celui de l'espérance. Les peuples se réveillent partout, en Europe, Grande-Bretagne, Pologne, Hongrie, Roumanie, Allemagne même, et en France naturellement. Et bien entendu à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil. Les peuples se réveillent, les temps changent. Et donc le temps n'est plus à la désespérance, le temps n'est plus aux yeux baissés et aux bras et au front courbés. Le temps est venu maintenant de nous réveiller tous et de construire à nouveau le monde que nous attendons depuis si longtemps. Le troisième vœu que je voudrais formuler, c'est la parole. Combattez, s'il vous plaît, partout où vous êtes, le pessimisme, la désespérance. Combattez-la parce qu'il ne faut plus que les Français tiennent ce discours désespérant qu'ils ont tenu pendant si longtemps et qui les ont conduits là où ils en sont aujourd'hui. Merci. Deuxième annonce que je veux... Quels sont nos projets? Eh bien, ils sont nombreux. Alors, je ne peux pas tous vous les dire parce que beaucoup sont en cours de préparation et parfois, comme vous le savez, la préparation est assez délicate. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense par exemple à la récente venue de l'ambassadeur de Hongrie. Ça ne se fait pas comme ça sur un simple coup de téléphone, vous l'imaginez. Mais il y aura des rencontres, non pas du troisième type, mais du même type pendant cette année. En tout cas, ce que je peux vous dire qui est sûr, c'est que nous aurons le 7 février, pour ceux qui n'utilisent pas les moyens de communication modernes, n'hésitez pas à les noter, Jean-Claude Rollinat, sous le titre « L'explosion démographique de l'Afrique noire et la ruée vers l'Europe ». Bonsoir madame, ça fait plaisir de vous voir. Il n'y a pas de place devant pour madame Josselin? Pour Evelyne Josselin? Donc le 7 février, Jean-Claude Rollinat, l'explosion démographique de l'Afrique noire et la ruée vers l'Europe. Nous ferons sans doute en avril, il y a d'autres choses entre-temps, mais elles sont en cours de préparation, nous ferons sans doute en avril une demi-journée sur notre conception du libéralisme. Parce qu'on parle beaucoup, le Carrefour de l'Horloge se réclame du national-libéralisme, mais pour certains, cette notion n'est pas encore suffisamment claire dans les esprits. Et grâce à qui m'a donné l'idée, nous avons inscrit au dernier conseil d'administration à notre programme, donc une demi-journée sur la conception du libéralisme, sur notre conception du libéralisme. Il y aura également un colloque sur l'inclusion, qui est l'autre face de l'exclusion, mais la même arme de sidération. Henri et d'autres personnes avec lui, dont moi-même, travaillons actuellement sur l'angle d'attaque. Nous aurons en fin d'année sans doute un colloque sur la pensée d'Yvan Blot. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres intervenants qui vont venir, dont je ne peux pas parler pour l'instant, parce que c'est en préparation, et comme je vous l'ai dit au début, ça n'est pas toujours facile, ni aisé, ni simple non pas qu'ils ne veuillent pas venir, mais parfois il vaut mieux le silence pour la réussite. Ce soir, nous recevons Henri de Lesquen nous reçoit chez lui, pardon. Ah ben non, tu es secrétaire général. Henri de Lesquen nous reçoit chez lui. Tu me reçois. Pour son carrefour doctrinal, pour sa rencontre doctrinale, pardon, excusez-moi d'utiliser le terme ancien de carrefour doctrinal, pour sa rencontre doctrinale qui s'intitule Les larmes de la subversion. Le micro. Les larmes de la subversion.
les larmes de la subversion, le détournement de compassion inhérent à l'idéologie cosmopolite. Alors, je voudrais, avant de lui passer la parole, faire une minute d'introduction sur ce sujet qui me paraît essentiel. Que nous soyons catholiques ou protestants, nous avons appris, si nous avons reçu une éducation chrétienne et une éducation religieuse, que toute société chrétienne est animée par 3 grands principes. D'abord, celui de la dignité de la personne humaine, car la personne humaine porte en elle-même une âme. Deuxième notion, la fraternité, selon l'enseignement du Christ. Troisième notion, la connaissance de nos faiblesses et l'effort d'amélioration par le repentir. Tout ça, c'est acquis, c'est dans nos têtes. Mais aujourd'hui, ces notions sont perverties par l'idéologie cosmopolite. La dignité de l'homme, être porteur de son âme, est engloutie dans la notion abstraite, confuse et globalisante des droits de l'homme. La fraternité concrète vis-à-vis de celui qui est proche de nous a été pervertie par la préférence forcée pour l'étranger, dite discrimination positive. Le repentir, acte individuel lié à une faute précise et en soi libérateur, a été mué de force en repentance, notion abstraite, diffuse et culpabilisante. La compassion peut et doit faire partie de la personnalité humaine, mais elle peut aussi devenir une arme de sidération. C'est bien ce qu'Henri de Lesquen a perçu dans le discours officiel et médiatique, comme il va nous le démontrer. Henri, tu as la parole. Merci Pierre Milan. Rabelais s'est trompé, il a dit que le rire était le propre de l'homme, et bien il s'est trompé, les singes rient. En revanche, les larmes sont le propre de l'homme. Les singes ont beau avoir des émotions, presque comme nous, les larmes ne coulent pas. Et c'est ce fait que l'homme pleure lorsqu'il est ému, qui donne tant de force aux larmes de la subversion et qui permet de détourner la compassion qui nous vient de ce qui est douloureux, de ce qui nous paraît douloureux, pour une manipulation politique. Vous vous souvenez, c'était le 2 septembre 2015, la photo très attendrissante d'un petit garçon sur une plage de Turquie, Aylan ou Alan. Il est malheureusement probable, hélas, que le photographe n'avait pas hésité à mettre en scène la photo en déplaçant le corps, le cadavre du malheureux petit garçon. Cette photo était très émouvante. C'était un réfugié syrien, et Le Monde a publié, le quotidien Le Monde a publié cette photographie en première page, mais on l'a vue partout. Et le lendemain, des dizaines de milliers de Français ont manifesté en faveur des réfugiés. Donc vous avez eu là une manifestation paradigmatique de ce que l'on peut faire en faisant couler les larmes des Français ou des Occidentaux pour les conduire à accepter l'invasion immigrée. On ne parle d'ailleurs plus des immigrés, mais des migrants. Le Monde, le quotidien Le Monde encore, avait consacré 2 pages, il y a 2 ou 3 ans, pour expliquer comment des cercles de pensée américains avaient décidé de remplacer le mot immigré par le mot migrant. Immigré, c'est un peu trop péjoratif dans le langage courant, alors que le migrant, c'est quelqu'un qui se déplace et qu'il est malvenu d'arrêter aux frontières. L'objectif donc, c'est de livrer la France et l'Europe à l'invasion par toute cette propagande et par ce changement de vocabulaire quand on remplace le mot immigré par le mot migrant. Alors bien sûr, cet usage de la pitié pour désarmer la résistance à l'envahisseur, elle a été admirablement décrite dans le roman de Jean Raspail, Le Camp des Saints, publié en 1973 et qu'il a réédité quelques années plus tard, 20 ans plus tard. Je vais vous en citer quelques passages. Comme vous vous rappelez, donc, Jean Raspail raconte
l'invasion de la France par des immigrés venus de l'Inde. Alors, pour des raisons d'ailleurs de prudence, il n'a pas voulu les faire venir d'Afrique noire, il les a fait venir du Bangladesh, du Bengale, et ils avancent. Et personne ne les empêche d'avancer, d'envahir la France qui s'effondre. Vous savez d'ailleurs que ce roman, qui a été lu par Ronald Reagan à l'époque, et qui a inspiré Hassan II, lorsqu'Hassan II a lancé des foules de Marocains à la conquête du Sahara espagnol. L'armée espagnole n'a pas tiré. Et aujourd'hui, dans les enclaves marocaines de Ceuta et de Melilla, la police espagnole ne tire pas sur les migrants, sur les immigrants, sur les immigrés envahisseurs, bien qu'il leur envoie des cailloux à la figure. Alors voilà ce que disait en particulier, ce que dit Jean Raspail en particulier dans la préface de la nouvelle édition du Camp des Saints. Alors il fait une paraphrase de Big Brother, le grand frère, du roman d'Orwell 1984, et il appelle ça Big Other, donc en français le grand autre. En face, dans l'autre camp, le camp cosmopolite, s'agite une redoutable phalange issue du sein de notre propre nation, et néanmoins tout entière engagée au service volontaire de l'autre, Big Other. Et quelques pages plus loin, il raconte ce qui se passe lorsque le président de la République, du camp des Saints, va ordonner à l'armée de tirer sur les envahisseurs. Dans le camp des Saints aussi, à l'instant suprême d'un choix et d'une décision qui engageront l'avenir irrévocablement, le président de la République va hésiter. De 100 navires échoués sur nos rivages, par milliers de milliers, formant une vague humaine qui semble ne pas avoir de fin, les autres débarquent et se répandent sur les plages et le bord de mer, et submergent peu à peu les rues, les promenades, les maisons, les jardins. La nuit est tombée. À la radio, à la télévision, le président va parler. Et la terre entière l'écoute. Il s'adresse à la nation. Françaises, Français, mes chers compatriotes, il a pesé chaque mot. Il n'improvise pas. Il ne s'écarte pas du texte qu'il a lui-même rédigé. Il s'exprime d'une voix calme, grave et énergique à la fois. Il s'explique, il explique. Parlant de ceux qui arrivent et qui envahissent le pays, il dit « Leur destin est tragique. Mais par voie de conséquence, le nôtre ne l'est pas moins. » Il prend ses responsabilités. « J'ai donné l'ordre à notre armée nationale de s'opposer par les armes à leur débarquement, car je le déclare tout net, la lâcheté devant les faibles est une des formes les plus actives, les plus subtiles et les plus mortelles de la lâcheté. » Et là, brusquement, il s'interrompt. Sa voix se brise. Un silence de 30 secondes, pendant lesquelles on n'entend plus que sa respiration pressée. Quand enfin il reprend, ce n'est plus le même homme. Il est terrassé par l'émotion. Il improvise. On l'entend à peine. Mais ce qu'il dit va changer la face du monde. C'est difficile. Savoir pourquoi, l'est plus encore. Moi je le sais. Mais je n'ai pas le doigt sur la gâchette. Et la chair d'un malheureux à quelques mètres de mon arme. Et il délie chaque soldat, chaque policier, chaque gendarme, chaque officier de leur devoir d'obéissance. Big Other l'a rattrapé. Voilà ce que dit de manière éloquente ce grand écrivain Jean Raspail dans ce livre que vous devez lire si vous ne l'avez pas encore fait, Le Camp des Saints. La société doit être ouverte, sans frontières. La société ouverte, c'est le thème, c'est-à-dire le titre d'un livre du philosophe juif Karl Popper, en anglais Open Society. Et c'est le nom de l'organisation subversive créée par le juif hongrois George Soros. En sens inverse, si l'on veut être fidèle au début du discours du président, le bon, il faut un mur pour arrêter l'invasion. Il faut des murs. Le pape François avait dit, lorsque Trump était candidat en 2016 à l'élection présidentielle américaine, non, il ne faut pas de murs entre les peuples, il faut des ponts. À ma connaissance,
il n'a pas fait tomber les murs du Vatican. Et celui qui a donné l'exemple du mur, c'est Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, qui a construit un mur pour séparer les Juifs des Arabes, les Israéliens des Palestiniens. Et puis il a été imité ensuite par le Premier ministre devenu président de la Turquie, Erdogan, qui a fait un mur entre la Syrie et la Turquie, compte tenu de ce qui se passait en Syrie. Orban en Hongrie, pour arrêter les immigrés illégaux, les migrants. Et puis maintenant, Trump aux États-Unis, qui, si j'ose dire, par son shutdown, par son blocage des finances publiques, a mis les démocrates au pied du mur. La société ouverte, c'est la société sans frontières. Ce n'est pas une vraie société, encore moins une nation, parce que c'est la frontière qui fait la société. La cité, en délimitant l'intérieur de l'extérieur, sans quoi il ne peut pas y avoir d'organisation politique structurée autour d'un État. Alors c'est là que nous rencontrons l'idéologie cosmopolite, ou cosmopolitique, le cosmopolitisme, car elle est fondée depuis toujours sur la négation des frontières. C'est une philosophie et une idéologie qui a une longue histoire, que je ne vous décrirai pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même se rappeler qu'elle remonte à 350 avant Jésus-Christ, 2350 ans donc, puisqu'elle a été fondée par Diogène le Cynique, celui qui a dit à Alexandre le Grand, toi de mon soleil. Le principe du cosmopolitisme, c'est le rejet des frontières, non seulement les frontières physiques, celles dont nous parlions à l'instant, frontières contre l'immigration, contre le libre-échangisme, frontières qui assurent la souveraineté de la nation contre la supranationalité, mais les frontières morales, spirituelles, qui séparent le bien du mal, la vertu du vice, le vrai du faux, le beau du laid. Donc, le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolite, est intégralement subversive. Alors, on a bien compris que la publication, le battage autour de la photo du malheureux petit garçon, était un procédé de propagande pour anesthésier la résistance à l'immigration et à l'invasion immigrée. Mais on aurait tort et on se tromperait lourdement si on réduisait ce détournement de compassion à un pur cynisme, à un pur procédé. Il ne fait pas de doute en réalité que la majorité, même la grande majorité des militants de l'immigration, immigrationnistes, les gens qui dirigent SOS Méditerranée, ou bien France Terre d'Asile, et ainsi de suite, sont sincères. Ils sont mus, je n'en doute pas, pour la plupart, par une vraie compassion à l'égard des immigrés. Et bien sûr, ils sont mus accessoirement par l'amour-propre qui leur donne l'impression d'être meilleurs que les autres hommes. Ils se sentent supérieurs aux autres, égoïstes, qui veulent garder leur nation à l'abri de ses frontières, sans parler même des vilains racistes d'extrême droite. Ils ont bonne conscience. Ils ont bonne conscience, ces salopards, alors qu'ils trahissent leur patrie. Ils trahissent leur patrie au profit de l'étranger, en la livrant à l'invasion, qui va la détruire si on n'y met pas bon ordre. Alors, une idéologie, aussi élaborée qu'elle soit sur le plan intellectuel, ne peut pas réussir s'il ne s'adresse pas au ressort profond de l'âme humaine. Et en ce qui concerne la gauche, qui est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, les puissantes tendances qui sont mobilisées sont le ressentiment et la compassion. Le ressentiment et la compassion. Le ressentiment, c'est une variante de l'envie, l'un des 7 péchés capitaux. La compassion ou pitié est un écho ou un corollaire de la charité, qui est l'une des 3 vertus théologales de la foi chrétienne, avec l'espérance et la foi. J'ai dit que la gauche était l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et l'utopie égalitaire repose sur un principe simple, inégalité, ou une équation simple, inégalité égale injustice.
l'inégalité est injuste. Et l'injustice, c'est l'inégalité. Alors, on comprend dans cette perspective ce qui l'alimente. D'abord, le ressentiment. Le pauvre aura tendance à éprouver du ressentiment à l'égard du riche. Pourquoi lui et pas moi? Celui qui a moins à l'égard de celui qui a plus dans tous les domaines. Voilà. Pourquoi moi qui suis bête ai-je moins que celui qui est intelligent? Pourquoi moi qui suis laid ai moins que celui qui est beau? Et ainsi de suite. La compassion ou pitié, c'est l'inverse. Le riche éprouve de la compassion pour le pauvre, celui qui a plus pour celui qui a moins. C'est un sentiment qui n'est pas coupable, mais qui, dans cette perspective idéologique, conduit à la culpabilisation. Celui qui a plus se sent coupable d'avoir plus que celui qui a moins. Alors, dans ce contexte de motivation, la gauche est écartelée depuis toujours entre deux pôles antagonistes. Le collectivisme et le cosmopolitisme. Ça se voit très bien d'ailleurs dans les utopies, dans les récits utopiques des théoriciens de la gauche, ou ce qui allait devenir la gauche, de l'utopie égalitaire depuis 2000 ans. Le premier pôle, c'est le collectivisme, donc, qui a donné le marxisme, le socialisme, le communisme. Il est porté essentiellement par le ressentiment, davantage que par la compassion. Le second, le cosmopolitisme, est davantage porté par la compassion et la culpabilisation qu'elle entraîne dans ce contexte idéologique. Alors, on le vérifie assez facilement, d'ailleurs, en réfléchissant à un phénomène évident, courant, mais peu discuté, peu commenté, qui est l'euphémisation du langage. Alors, c'est extraordinaire, ça s'est vraiment accéléré depuis 50 ans, depuis mai 68. On ne dit plus un infirme ou un invalide. On n'a pas encore débaptisé le palais des invalides. On dit un handicapé. Alors, en dehors du fait que c'est un mot anglais, ce qui n'est pas pour me plaire, c'est un terme euphémistique assez stupide. Vous savez que le terme vient des courses de chevaux, où pour égaliser les chances des chevaux, on met une surcharge à ceux qui sont arrivés premiers la fois d'avant. Donc le handicap, ça serait l'infirmité qui ramènerait l'infirme au même niveau que ceux qui ne sont pas infirmes. On est dans le délire total, évidemment. Hein. Dans la démagogie totale. Il n'y a rien d'humiliant à être infirme ou invalide. Et nous devons évidemment, si nous sommes ni infirmes ni invalides, avoir de la compassion pour les infirmes et les invalides. Et ce n'est pas avoir de la compassion que de rebaptiser cela handicapé. Et alors attention, on ne s'arrête pas en si bon chemin. On n'a plus le droit de dire handicapé. J'ai assisté à cette évolution. Je me rappelle le conseil municipal de Versailles. C'était d'abord, non, dites pas handicapé, personne handicapé. Et puis maintenant, un nommé Rochon, qui est président de l'association d'aide aux infirmes, et on n'a pas le droit de dire personne handicapée, il faut dire personne en situation de handicap. C'est effarant de bêtises et de démagogie. Alors on peut multiplier les exemples. Alors bien entendu, dans ce cadre, on n'a plus le droit de dire mongolien, il faut dire trisomique. Alors le mongolien, c'est une maladie due au fait, comme l'a démontré le professeur Lejeune, qu'on a un troisième chromosome au lieu de 2, elle perd 21 des chromosomes, nous avons 43 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes et 46. Et le mongolien est quelqu'un qui a un troisième chromosome, un chromosome de trop. Bon. La 21e paire, donc trisomique 21, on va dire. Bon, alors le mongolien, il se trouve que, si on l'a appelé ainsi, quand on a diagnostiqué la maladie au XIXe siècle, c'est parce qu'un mongolien ressemble étonnamment à un mongol.
Si vous allez en Mongolie, vous allez à Oulan-Bator, vous verrez, ils ont vraiment la même tête, quoi. Bon. C'est pas une insulte, c'est un fait. Bon, donc Mongolien n'est pas plus injurieux que trisomique. Alors, on dit aveugle, non, malvoyant. Alors bon, là, ça peut se discuter à la rigueur, parce que malvoyant est un concept plus large. On peut voir mal sans être totalement aveugle. Bon. Heureusement que je ne le suis pas, parce que ça me permet comme ça de voir des gens charmants. Et, alors bien sûr, sourd, non. Sourd, comme un pot, non. Malentendant comme un pot. J'espère que les auditeurs qui sont ici ne sont pas malentendants comme un pot. Hein. Et, alors, l'avortement, qui est la mise à mort d'un enfant innocent décidé par sa propre mère. À la suite, en France, de la loi Simone Veil du 17 janvier 1975, et rebaptisée IVG, interruption volontaire de grossesse. Alors théoriquement, une interruption c'est ce qui reprend après. Alors malheureusement, quand il y a avortement, il y a mise à mort, il n'y a pas de recommencement. Enfin, sauf s'il y a évidemment une autre grossesse. Alors, on ne dit plus vieillard. Autrefois, on parlait d'un noble vieillard, respecter le noble vieillard. On disait personne âgée, mais là encore, c'est l'escalade. Personne âgée, c'est un peu trop... Alors on dit troisième âge. Mais là même encore, c'est mauvais. On dit senior. Ah, voilà, tenez, senior. J'ai une carte de senior plus. Alors moi, je veux bien être qualifié de vieillard à condition que ce soit jeune vieillard ou vieillard, comment dire... de vert vieillard. De vieillard vert, voilà. Mais, je veux dire, c'est pas insultant, quoi. Bon, tout ça est ridicule. Alors... Il y a beaucoup de malcomprenants, sans doute. Mais peut-être, évidemment, ne faut-il pas oublier le vocabulaire antiraciste. On ne dit plus immigrés, on dit jeunes des banlieues. Ou bien population des cités. C'est vrai. Alors qu'il faudrait dire immigré. Alors ne chipotons pas, on dit immigré, maintenant il est né en France. Bon, immigré est employé dans le sens de allogène ou allochtone, comme disent les Néerlandais. Allochtone, c'est le contraire d'autochtone. Alors moi je veux bien qu'on dise allogène, mais immigré, c'est un terme que tout le monde comprend. Et c'est pour ça qu'on dit les immigrés de la troisième génération. Et le fait d'être né à l'étranger ne prouve pas qu'on soit immigré au sens strict, puisque votre serviteur est né à Port-Lyautey à l'époque où le Maroc était sous protectorat français, et les Français parlent juste sanguinis, c'est le droit du sang, et il n'est pas immigré pour autant, puisqu'il est français. De souche, de parents français. Alors, tous ces termes sont employés pour éviter la stigmatisation. Pas stigmatiser les vieux, les moches, les infirmes, les allochtones. Non, il ne faut pas stigmatiser. Alors, on ne peut plus employer les mots, parce qu'on va dire les mots qui désignent les choses, c'est stigmatiser. Eh bien, il faut stigmatiser, ou plutôt il faut désigner. Et vous voyez, tout le monde a lu, tout le monde connaît au moins de nom le roman d'Orwell, 1984. Alors nous sommes bien après, nous sommes 35 ans après 1984. Et là, Orwell avait bien montré que le collectivisme, le totalitarisme comme on dit aussi, changeait le sens des mots. Et nous y sommes. Cette euphémisation du langage aboutit en fait à anesthésier le sens des réalités. Nous sommes dans une société amollie, dévirilisée, je n'ose dire féminisée parce que je vais me faire mal voir, mais qui perd le sens du combat. La vie est un combat, et que si on n'est même pas capable de désigner les choses par leur nom parce que ça représente un risque de stigmatisation, on est une larve, on n'est pas capable de porter le destin de son pays pour le transmettre à la génération suivante. Alors, je voudrais insister sur un terme particulier dans ce cadre de l'euphémisation du langage, c'est le SDF, sans domicile fixe. Alors j'ai connu l'évolution puisque j'ai depuis quelques jours 70 années. D'où la carte. Et quand j'étais petit, on ne disait pas SDF, on disait clochard, on disait le gentil clochard. On avait de la sympathie pour les clochards qui étaient d'ailleurs à peu près tous français de souche à l'époque. Hein. Maintenant, c'est un peu plus mélangé. Hein. Mais il y a un siècle, on disait vagabond.
Et savez-vous qu'il y avait un délit de vagabondage dans le code pénal jusque dans les années 1950 ? Le vagabond défini comme l'homme sans domicile et sans profession commettait un délit, parce qu'il refusait de travailler. Il refusait de chercher un emploi, de chercher un domicile. Délit de vagabondage. Alors, on a supprimé le délit alors qu'il n'était plus appliqué, enfin, il n'était plus puni depuis longtemps. Mais la grande époque de la Troisième République, celle qui a été fondée par l'écrasement de la populace de la Commune de Paris en 1871, par Adolphe Thiers, eh bien, elle a fait une politique extrêmement sévère contre la criminalité, contre la délinquance, qui a d'ailleurs eu cette vertu de vider les prisons. C'est-à-dire que la politique était tellement sévère que la criminalité était divisée par deux, et qu'on a on a fermé les prisons. Ce que d'ailleurs j'ai découvert en lisant Badinter, Robert Badinter, la prison républicaine, qui évidemment trouve que cette législation était atroce, mais est quand même obligé d'observer qu'elle a eu ce résultat de vider les prisons, puisqu'il n'y avait plus de criminalité, beaucoup moins. Et alors pour vous montrer la sévérité, d'ailleurs à mon humble avis excessive, de la législation de l'époque, on est en 1883. Pierre Vadelec-Rousseau, ministre de l'Intérieur, fait voter une loi qui condamne les récidivistes, y compris les vagabonds récidivistes, à la transportation. Terme qui voulait dire, à l'époque, déportation en Guyane, suivie de travaux forcés. C'était assez sévère parce que dans les conditions de l'époque, on avait toutes les chances de mourir là-bas et de ne pas revenir. C'était terrible. Donc, à mon avis, excessif. Mais toujours est-il que cette loi a été votée, et voilà ce qu'a dit Pierre Vadelec-Rousseau, ministre de l'Intérieur, pour la justifier en 1883. Seule la transportation peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur péricité naturelle. Vous voyez qu'on était assez loin de la démagogie actuelle. Alors, dans le langage actuel, le sans domicile fixe, c'est un exclu. Il appartient à la catégorie des sans. Mais les sans, c'est le sans domicile fixe, le sans-abri, le sans-emploi, le sans-logement, j'en oublie. Le sans-papier, le sans-papier, bien le sans-dents. Non, le sans, c'est le premier d'entre eux. Le sans-papier. Ce sont des victimes, puisque le sans quelque chose, SANS, c'est celui à qui on a refusé la méchante administration, le méchant État lui a refusé un droit légitime. Donc, on est fautif vis-à-vis du sans quelque chose. On lui a refusé ce qu'il devrait avoir. Il est victime de l'exclusion. Alors, je vous invite à lire un livre absolument remarquable, dirigé par un homme qui ne l'est pas moins, Pierre Milan. Le livre s'appelle, livre du Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge, Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire. Eh bien, nous avons, je pense, dans ce livre définitivement démontré la stupidité de l'idéologie du refus de l'exclusion. À tel point d'ailleurs qu'on parle beaucoup moins d'exclusion. Maintenant, on parle de l'inclusion. Alors, il est facile de comprendre qu'il y a des exclusions légitimes et des exclusions qui ne le sont pas. Et qu'on ne peut pas exclure l'exclusion des sociétés. Sinon, pas de droit de propriété. Le droit de propriété, par définition, c'est le droit d'exclure quelqu'un de l'usage du bien. S'il n'y a pas d'exclusion légitime, il n'y a pas de domicile. Vous n'avez pas le droit de fermer la porte de votre appartement s'il n'y a pas d'exclusion. Quand vous fermez à clé la porte de votre appartement en couchant, eh bien, vous excluez tous ceux qui sont dehors. Vous vous rendez compte de votre faute? Vous vous rendez compte? C'est une exclusion légitime. Tout ça pour dire que le refus d'exclusion est une sottise. Bon. J'ajoute que quand on entend des chrétiens à la gomme nous expliquer qu'ils sont pour le refus d'exclusion, mais attendez, le christianisme, c'est la religion du salut. Et le salut, ça veut dire que ceux qui ne seront pas sauvés iront en enfer. Sacrée exclusion, hein. Exclusion définitive. Radicale. Pour la vie éternelle. C'est ça le christianisme. Alors, cette idéologie du refus de l'exclusion, enfin cette idéologie, ce thème du refus de l'exclusion, qui est absurde, n'est plus à la mode, et je pense que notre livre y a contribué,
Mais ce thème du refus de l'exclusion était d'origine française. C'est un certain René Lenoir qui avait lancé le thème dans les années 1970. Et aujourd'hui, il est remplacé, bizarrement, par un terme qui vient des États-Unis, l'inclusion. Alors, on dirait que c'est la même chose. Hein. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous verrez partout. D'ailleurs, je crois que dans la lettre au français de Macron, le terme apparaît une fois, inclusion ou inclusif. Ça ne veut à peu près rien dire, hein. Inclusion. Alors, ça veut dire en fait qu'il faut inclure les minorités sexuelles, les transgenres, les transsexuels, je veux dire, les immigrés bien entendu, et ainsi de suite. Peut-être pas l'extrême droite, hein. Je ne sais pas si l'extrême droite, il faut l'inclure. Hein. Et puis, ces admirateurs de Hitler, il faut les inclure vraiment dans l'arc constitutionnel. Hein. Donc c'est une inclusion à géométrie variable. Mais on est dans le flou, dans le prêchi-prêcha démagogique. Alors, il faut bien comprendre que toute cette logomachie a un sens et une portée. Elle part du principe, ou elle pose en principe, que l'homme est irresponsable. Que l'homme, lorsqu'il commet une faute en apparence, est en fait une victime de la société. D'où d'ailleurs l'abolition de la peine de mort, qui représente de manière idéale, si je puis dire, l'inversion des valeurs. Parce que quand on se bat pour l'abolition de la peine de mort, on pense à la peine qu'on inflige au criminel et on oublie la peine qu'il a infligée à sa victime. Attendez. Un adversaire de la peine de mort est un extrémiste. Il ne veut l'appliquer dans aucun cas. En aucun cas ? Je ne souhaite pas l'appliquer la peine de mort aux voleurs de poules. Bon, alors, il faut bien voir que le fait dissuasif de la peine de mort est absolument certain. C'est-à-dire que si on appliquait la peine de mort aux voleurs de poules, je peux vous garantir que même les Romain Michel ne volaient plus les poules. Bon. Mais ça sera injuste, disproportionné. En revanche, Dutroux fournirait les Sadiques des Landes. Vous rappelez-vous l'histoire des Sadiques des Landes ? Les Sadiques des Landes, c'était un couple de sadiques anglais qui avaient une maison dans les Landes, donc, comme leur surnom l'indique, isolée, et qui ont enlevé plusieurs dizaines d'adolescents pour les torturer, les violer et les tuer. Plusieurs dizaines. Et qui enregistraient les cris de souffrance des adolescents qu'ils torturaient pour se les repasser pour leur plaisir. Voilà les Sadiques des Landes. Bon, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens ne méritaient pas la peine de mort, ou même plus d'ailleurs ? Bon. Non mais au minimum la peine de mort, je veux dire. Bon, et là, on les a mis dans une prison 4 étoiles pour le reste de leur jour. On peut espérer quand même qu'ils ne seront pas libérés avant leur mort. Donc, on ne peut pas être raisonnablement contre la peine de mort. Et d'ailleurs, un chrétien qui vous dit que la peine de mort est contraire au christianisme, je l'invite non seulement à lire l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15. Dans une discussion avec les pharisiens, le Christ dit « Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 4. Alors, il me semble que ça cloue la discussion pour un chrétien. Si le Christ l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais il y a toute cette idéologie que nous subissons, non seulement pour la peine de mort, qui est l'exemple paradigmatique, mais pour toutes les peines. Nous subissons depuis les années 50-60, et ça s'est accéléré avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et de Badinter en 1981, l'idéologie de la défense, enfin la théorie de la défense sociale nouvelle, qui présente le criminel ou le délinquant comme une victime de la société, et qui repose sur un triptyque: prévention, individualisation, insertion. Le but est de proportionner la peine à l'individu. Le malheureux, il a été battu par sa mère quand il était petit, donc s'il a assassiné 3 enfants, c'est pas grave. Et puis l'insertion, parce que bien entendu, il a vocation à revenir dans la société. Alors que, comme nous l'avions expliqué dans un livre sur la sécurité,
Quand je dis nous, c'est le carrefour de l'horloge. Le vrai triptyque à opposer à celui de la gauche idéologique, prévention, individualisation, insertion, c'est éducation, dissuasion, expiation. La peine est une expiation. Alors qu'il soit sincère ou qu'il soit cynique, les fourriers du cosmopolitisme ont depuis 3 siècles, parce que ça commence à partir de 1680, un siècle avant qu'on ait nommé la droite et la gauche, une action régulière et diabolique, oui je peux dire diabolique, pour égarer les esprits en les manipulant par l'appel à la compassion. Alors celui qui a commencé, c'est Voltaire. Quoi de plus émouvant qu'une erreur judiciaire? Un innocent condamné. C'est vrai que personne n'a envie d'être condamné à tort. Donc l'idée de l'erreur judiciaire nous révulse, à juste titre. Bon, bien entendu, dans tout système judiciaire, tout système qu'il soit judiciaire ou non, il y a des erreurs, c'est impossible. La perfection n'est pas de ce monde. Les erreurs judiciaires, donc réelles ou prétendues, sont une formidable technique de subversion puisque, exploitées convenablement, elles permettent de mettre en accusation les institutions et la société dans son ensemble. Alors les exemples sont absolument innombrables. Je vais en citer quelques-uns. L'affaire Calas, qui est peut-être celle qui a lancé le procédé, 1762. Calas était un protestant qui a été accusé d'avoir tué son fils, assassiné son fils parce que son fils voulait se convertir au catholicisme. Pardon. Alors on a refait le procès, il avait été condamné à mort, il a été, si je puis dire, acquitté après sa mort. Je ne connais pas les pièces du procès, je ne sais pas s'il était innocent ou coupable, mais toujours dit qu'il y avait un doute, et donc Voltaire a exploité cette affaire contre le système politique de la monarchie de l'Ancien Régime. Il y a eu aussi l'affaire du chevalier de la Barre. Alors, le chevalier de la Barre était coupable, mais la peine était disproportionnée. Le chevalier de la Barre avait une vingtaine d'années, et il a profané 2 statues. Une statue du Christ qu'il a détruite, abîmée, et puis une statue de la Sainte Vierge qu'il a souillée. Alors on l'a condamné à mort pour ça, ce qui est quand même un peu radical. Bon. Et d'ailleurs, c'est arrivé de manière, pour des raisons circonstancielles, et c'est exploité à fond par Voltaire, évidemment, pour dénoncer une peine injuste, elle était d'ailleurs injuste, puisque disproportionnée, qui d'ailleurs était exceptionnelle, c'est le seul cas de condamnation à mort pour blasphème au XVIIIe siècle. Et puis, alors, il y a eu l'affaire Dreyfus, un siècle et demi plus tard, 1894, Dreyfus est arrêté, et l'affaire se termine. Il est condamné 2 fois, hein. Une fois à Paris, une fois à Rennes, et la Cour de cassation, en 1906, l'acquitte du crime de trahison, sans renvoi devant la Cour d'appel, donc dans un arrêt absolument scandaleux dans son principe. Alors, je vous invite à lire un livre passionnant, que celui d'Adrien Abosi, ABAUS édité, qui s'appelle L'affaire Dreyfus, aux éditions Altitude. Cette affaire est très compliquée. J'avais lu, avant de lire le livre d'Abosi, qui est sorti l'année dernière, je l'ai reçu d'ailleurs à Radio Athéna, j'avais lu plusieurs livres sur l'affaire Dreyfus, tous écrits par des partisans de son innocence, qui m'avaient laissé perplexe parce que l'affaire était très compliquée, je n'y voyais pas très clair. Eh bien, donc je réservais mon jugement. Pas parce qu'il y a eu cette affaire d'État avec les 2 camps qui se sont opposés qu'il faut, a priori, penser que Dreyfus était coupable. Mais les faits sont ce qu'ils sont, et quand on a lu Abosi, on est convaincu. Il n'y a aucun doute. Alfred Dreyfus était coupable. Il était le seul à pouvoir réunir les éléments qui ont été fournis aux Allemands. Donc ce livre-là règle définitivement la question. Abosi, qui est avocat, s'est plongé dans tout le dossier et il apporte la preuve. Les preuves étaient déjà apportées, mais il montre à quel point on a intoxiqué l'opinion pour faire croire à l'innocence de Dreyfus. Mais
cette affaire a pris une dimension extraordinaire sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors pensez à quelques affaires récentes. Également, Omar Mattué. Omar Haddad a assassiné Ghislaine Marchal le 24 juin 1991. Et la malheureuse Madame Marchal a écrit de son sang, avec l'énergie du désespoir, dans les derniers instants de sa vie, Omar m'a tué. Omar, c'était le jardinier. Et elle a écrit tué. Alors on lui avait fait une faute d'orthographe. Je voudrais bien vous y voir dans ces derniers moments. Franchement, elle a écrit TUR. Il ne fait strictement aucun doute. Omar Haddad est coupable. Mais il y a eu toute une campagne pour expliquer qu'il était innocent. Et d'ailleurs, on l'a gracié. Il y en a tort. Et puis récemment, dans notre domaine, on vient d'apprendre la bonne nouvelle. C'est que Cesare Battisti, terroriste, terroriste italien, membre du groupe des prolétaires armés pour le communisme, a été arrêté en Bolivie en 2019, donc il y a quelques jours, extradé en Italie, où Matteo Salvini l'a reçu triomphalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui et des dizaines de terroristes comme les coupables de crimes de sang, qui ont assassiné, qui ont du sang sur les mains, ont été ou sont protégés en France. C'est la doctrine Mitterrand, protégeant les terroristes d'extrême gauche, qui a été maintenue, poursuivie, jusqu'à Sarkozy compris. Sarkozy, à l'instigation d'ailleurs de son épouse Carla Bruni, a protégé Battisti. Il s'est quand même réfugié pour éviter une extradition au Brésil, où l'élection de Bolsonaro l'a obligé à partir. Voilà une affaire qui tourne bien, mais qui montre qui montre bien qu'il y a un préjugé pour certains criminels, en l'occurrence des criminels d'extrême gauche. Alors, je reviens sur l'affaire Dreyfus parce qu'elle est particulièrement importante. L'affaire Dreyfus, c'est clair, hein, c'est un complot juif pour mettre en épingle la question de l'antisémitisme et le dénoncer. Alors, il faut bien comprendre que il y a eu 10 ou 20 affaires d'espions avant 1894 qui avaient livré des secrets à l'Allemagne, et on n'en a pas fait une affaire d'État. Or, on a fait une affaire d'État du cas de Dreyfus. Alors, on a commencé d'abord parce qu'il a eu des soutiens puissants. D'abord son frère, Mathieu Dreyfus, mais surtout un certain Joseph Reynac, qui était député, journaliste, qui est le géniteur de l'affaire, comme dit Abosi, et puis un Bernard Lazare est juif aussi, fort sympathique d'ailleurs, qu'il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle sur l'antisémitisme, pardon. Et on a créé à l'époque un comité de défense contre l'antisémitisme, dont le secrétaire est un certain Isaias Volgemuth. On est en 1896, et c'est l'ancêtre de la LICRA. La LICRA, de funeste mémoire, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Vous aurez remarqué d'ailleurs que, je fais une anticipation sur la LICRA tout de suite, c'est que la LICRA, c'était d'abord la LICA, Ligue contre l'antisémitisme, et qu'ensuite elle a voulu élargir son objet. Elle n'a pas dit Ligue contre le racisme, elle a dit Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Mais on pourrait dire que c'est redondant, que l'antisémitisme c'est une forme de racisme. On parle bien de racisme anti-arabe, donc de racisme anti-juif. L'antisémitisme c'est le racisme anti-juif. Donc le simple fait de distinguer l'antisémitisme du racisme, c'est-à-dire qu'on considère que le racisme anti-juif est un racisme de nature particulière, ce qui implicitement suppose que les juifs soient d'une naissance particulière. Donc la notion d'antisémitisme est raciste, lorsqu'on la distingue du racisme anti-juif, lorsqu'on en fait une forme particulière de racisme. L'affaire Dreyfus, donc, est tout à fait étonnante. Elle a permis de piéger la droite, pas seulement les royalistes, comme Maurras, ou les plus nationalistes comme Barrès, mais des gens comme Méline ou Cavaignac, qui étaient de bons républicains, et qui sont tombés dans le piège tendu par les Dreyfusards, en sorte que la France s'est coupée en deux entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et pourquoi était-ce un piège ? Parce qu'il n'y a aucune raison de faire du cas particulier de ce monsieur Dreyfus une affaire d'État. Il a fallu dire non, qu'il soit...
C'était la justice d'en décider, je n'en fais pas une affaire d'État. Mais personne pratiquement n'a échappé à cette polarisation. L'affaire Dreyfus est devenue une affaire centrale de la vie politique française pendant des années, jusqu'en 1906 et au-delà. On peut dire que le syndicat, comme l'appelle Abosi, c'est-à-dire le complot juif qui a permis la montée en épingle de cette affaire, a eu un succès extraordinaire. Et la droite de l'époque a fait preuve, et ce n'est pas la seule fois, mais c'est une fois exemplaire, une stupidité stratégique. Pourquoi elle devait perdre? Pourquoi devait-elle perdre? Pour une raison simple. C'est que je vous dis que l'affaire Dreyfus, c'est très compliqué. Alors, moi, j'ai lu Abosi, etc., et je sais qu'il est coupable. Mais sinon, on ne sait pas. On voit des gens comme Émile Zola qui vous expliquent que Dreyfus est innocent. Bon. Dans le doute, on ne condamne pas. Le doute doit bénéficier à l'accusé. Donc, la droite stupide de l'époque, qui voulait absolument faire condamner Dreyfus, et qui a accepté d'en faire une affaire d'État, aurait dû se dire, non, dès lors que dans l'opinion, il y a un doute sur la culpabilité, le principe de justice, qui est un principe universel, doit bénéficier à l'accusé. Et se réclamer de l'intérêt national de la France, de l'armée, il faut sauver l'institution militaire, etc., opposé au principe universel de justice, c'était de ne pas comprendre que la France est un pays universaliste, qu'on ne doit pas combattre contre une valeur universelle, comme la justice. Donc on a un exemple vraiment très frappant de stupidité stratégique. Et là on voit d'ailleurs dans cette affaire, et après, surtout, qu'il y a une convergence très nette entre, d'une part, l'idéologie cosmopolite et d'autre part, le particularisme juif. C'est une convergence réelle mais partielle. Aujourd'hui, par exemple, Netanyahou est très ennemi de Soros. Soros est un membre éminent de la superclasse mondiale, juif. Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, est évidemment juif aussi, et il est à couteau tiré avec Netanyahou, parce que Netanyahou étant un vrai cosmopolite, estime que l'État d'Israël doit cesser d'être un État juif. Évidemment. Soros estime que l'État d'Israël doit cesser d'être un État juif, alors qu'évidemment Netanyahou, qui est un nationaliste, un sioniste radical, veut affirmer, il a d'ailleurs fait voter une loi en ce sens, que Israël soit un État juif. Tant pis pour les Arabes qui sont dans Israël. Alors, on est donc dans un phénomène de victimisation des Juifs. Il est évident que dans l'histoire, les Juifs ont été victimes de persécutions nombreuses, victimes d'exclusion, comme dirait notre ami Pierre Milan. On leur a fait porter la rouelle à l'époque de Saint-Louis, l'étoile jaune à l'époque de Hitler, et on les a déportés, et beaucoup sont morts dans les camps de concentration. Tout ça est horrible. Bon. Et que peut-on dire? D'abord, lisez Bernard Lazare. Bernard Lazare vous dit, là, juif et Dreyfusard, vous dit, c'est quand même bizarre, le fait majeur, c'est que l'antisémitisme dont il parle, le racisme anti-juif, autrement dit en bon français, est universel. Partout où les juifs ont été, ils ont suscité le racisme anti-juif. C'est même bizarre. Et il démontre, et ça a été fait par d'autres après lui, qu'il y a donc un lien étroit entre le racisme juif et le racisme anti-juif. Alors il ne parle pas de racisme juif, il parle d'exclusivisme ou de particularisme juif. Mais il faut quand même savoir que le livre sacré des Juifs n'est pas la Bible, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est le Talmud. Ne parlons pas de la Kabbale, c'est le Talmud. Or, le Talmud enseigne qu'il faut tenir les non-juifs, les goïms, en termes de mépris, pour des bêtes. Le raisonnement est le suivant dans le Talmud. Seuls les juifs obéissent à la loi divine, la Torah. Les non-juifs, les goïms, n'obéissent qu'à la loi de nature comme les animaux. Donc, la différence de nature entre juifs et non-juifs est d'un autre ordre que celle qui est entre les non-juifs et les animaux. Vous pourrez d'ailleurs vérifier sur la notice Wikipédia, en anglais, elle est plus complète qu'en français, du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, qui a dû mourir en 2012-2013. Grand rabbin d'Israël séfarade, Ovadia Yosef. Le plus grand interprète du Talmud à son époque.
autorité reconnue, autorité de la halakha, la halakha. Il dit, les non-juifs, les goyim donc, ne sont nés que pour servir les juifs. Le grand rabbin d'Israël a dit, les non-juifs ne sont nés que pour servir les juifs. Pas raciste ça? Un petit peu raciste quand même. Et il les compare à des ânes. La théorie du peuple élu est raciste. Alors, elle a été réinterprétée dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, elle justifie l'extermination de quantité de peuples. Lisez par exemple dans l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, chapitre 15, où Yahvé est censé ordonner l'extermination des Amalécites, jusqu'au dernier, et la Bible précise, y compris les enfants à la mamelle. Y compris les enfants à la mamelle. Et ce n'est pas le seul exemple de génocide ordonné. Dans les Nombres, par exemple, Moïse ordonne l'extermination aussi des enfants. Bien. Donc il ne faut pas oublier cette réciprocité entre racisme juif et racisme anti-juif. Et puis, il ne faut pas oublier non plus ce monopole victimaire que les juifs ont réussi à s'attribuer, ou du moins que la coterie juive a réussi à attribuer aux juifs, avec le CRIF en France, le Congrès juif mondial aux États-Unis, qui fait qu'on parle 1000 fois plus du génocide juif que des autres génocides. On parle un peu du génocide arménien, mais qui parle du génocide ukrainien, 6 ou 7 millions de morts, l'Holodomor, qui a été organisé par le juif Lazar Kaganovitch, qui était le bras droit de Staline encore en 1953, à sa mort, la mort de Staline. On estime à 20 ou 30 millions le nombre de Slaves, ukrainiens, russes, biélorusses, qui ont été exterminés par le régime marxiste, dont la majorité des cadres étaient jusqu'en 1953 juifs, à commencer par Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov, Kaganovitch bien sûr, Yagoda, presque tous les cadres de la Tchéka NKVD, presque tous les cadres du Goulag, selon Solzhenitsyn et selon Statskin, auteur d'un livre qui s'appelle Le siècle juif, étaient des juifs. C'est-à-dire que le système de répression entre 1917 et 1953 en URSS, en Russie soviétique, était presque entièrement tenu par des juifs. On en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Les autres génocides ne comptent pas. La religion de la Shoah, qu'il faut l'appeler par son nom, accorde aux juifs le monopole du génocide. Ce qui, encore une fois, est raciste, parce que ça veut dire que les souffrances, les douleurs et les morts subies par les juifs seraient d'une autre nature que ceux subis par les autres peuples, pour les autres ethnies. La religion de la Shoah, et avec la vision manichéenne de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la réduction ad Hitlerum, la réduction à Hitler, qu'elle entraîne, est le socle de la domination de l'idéologie cosmopolitique. Alors qu'est-ce qui permet de parler de religion de la Shoah? Est-ce que c'est bien une religion, la Shoah? Eh bien, c'est une religion sans Dieu, peut-être. Mais la définition de la religion, de l'essence de la religion, comme le dit Julien Freund, un de nos maîtres à penser dans l'essence du politique, ça repose sur l'opposition du sacré et du profane. Le sacré, vous n'avez qu'à essayer de parler dans les dîners en ville un peu librement de la Shoah, vous verrez si vous ne rencontrez pas le tabou du sacré, si vous n'êtes pas avec des gens qui sont bien orientés. Et puis il y a des lois. La loi Guessou, du 13 juillet 1990, qui punit le blasphème et qui punit l'hérésie à propos de la religion de la Shoah, et qui pose en dogme ce qui a été proclamé, qui a été prononcé plutôt, par le tribunal de Nuremberg, tribunal organisé par les vainqueurs pour juger les vaincus, ce qui n'est pas la meilleure condition d'impartialité. J'ai moi-même été victime de cette... je suis en cassation. Mais j'ai été condamné en première instance et en appel pour avoir dit, je cite, dans un tweet, c'était 2 ans avant la mort de Simone Veil. Alors, je ne sais pas si elle était malade à l'époque, mais je n'étais pas au courant. Donc j'ai écrit ceci. La plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah, a 88 ans. Point. À ma connaissance, elle va bien. Point. Fin de citation.
6 000 euros. Tout est vrai, tout est incontestable, 6 000 euros. Dans quel pays? Alors non seulement la loi Guesso est scélérate, puisqu'elle interdit la libre discussion d'une question historique, elle permet de mettre en prison les révisionnistes. Le professeur Forisson, qui est mort il y a quelques semaines, n'a jamais été en prison. Peut-être parce qu'il était professeur, universitaire. Mais Vincent Renoir, militant révisionniste, a passé 10 mois en prison. Et je ne parle pas de ce qui se passe en Allemagne, où on met alors là, pour la moindre plaisanterie révisionniste, on vous colle au trou pour 4 ans. Donc, le sacré est très... Alors oui, la jurisprudence va très loin, parce que la jurisprudence de la Cour de cassation, et même du Conseil constitutionnel, et même de la Cour européenne des droits de l'homme, ne tient pas compte des principes généraux du droit en matière pénale. En matière pénale, le doute doit bénéficier à l'accusé, évidemment, mais aussi la loi pénale doit être appliquée de manière restrictive, et donc il faut il faut choisir l'interprétation la plus favorable et interpréter la loi de manière restrictive. Or, la justice a décidé de condamner même la minimisation de la Shoah. Alors, quand est-ce que c'est que la minimisation? Si je dis c'est 5 500 000 victimes au lieu de 6 millions, je minimise? Est-ce qu'on va m'accuser de tuer une deuxième fois statistiquement les 500 000 que je retire de la statistique? On est vraiment d'un pays de fou, hein, de fanatique, disons. Alors, la religion de la Shoah fait appel à la compassion, évidemment, à la compassion pour les malheureuses victimes de la Shoah. Et aujourd'hui, de facto, elle a dans les esprits des Français, supplanté la religion du Golgotha. La religion du Golgotha, c'est le christianisme. Le Golgotha, c'est la montagne sur laquelle, ou le mont, ou la colline, sur laquelle le Christ a été crucifié. Donc le christianisme, c'est la religion du Golgotha. C'est la croix posée sur le Golgotha. Eh bien, je vous le dis, la religion de la Shoah s'oppose et supplante la religion du Golgotha. Le christianisme, comme le bouddhisme 500 ans avant lui, est fondé sur la compassion universelle, sur la charité, agapé en grec, l'amour charité, qui s'oppose à Eros, l'amour charnel, qui est une vertu théologale. Et bien sûr, le christianisme repose sur la compassion à l'égard du Christ, qui a été supplicié sur le Golgotha, qui a donné sa vie pour sauver les hommes de la damnation en rachetant leurs péchés. Et aujourd'hui, avec la religion de la Shoah, André Frossard l'avait dit, mais il trouvait ça très bien, les Juifs deviennent un Christ collectif dans la religion de la Shoah. Elle est un judaïsme pour les non-juifs, pour les goyim, en quelque sorte. Et on aboutit à quelque sorte à diviniser les martyrs de la Shoah. Alors, il faut se demander aujourd'hui quel sens donner au christianisme. Est-ce qu'il doit laisser la primauté à la religion de la Shoah? Est-ce que nous voulons être fidèles au christianisme, si nous sommes chrétiens, au christianisme du pape François, qui ne cesse de baiser les pieds des migrants pour leur dire de venir plus nombreux en Occident, ou bien à celui d'un de mes papes préférés, Urbain II. Urbain II, 1095, il a prêché la croisade. Le vrai christianisme, c'est ça. C'est le christianisme de la croisade, de la Reconquista, qui est aussi une croisade, de l'épante. Quel est le grand saint patron de l'Europe, de l'Occident? Saint Jacques. Saint Jacques de Compostelle, le grand pèlerinage du Moyen-Âge et encore d'aujourd'hui. C'est le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Mais qui est Saint Jacques de Compostelle? C'est Saint Jacques Matamoros. En espagnol, matar, ça veut dire tuer, et moros, les morts, les sarrasins, les nord-africains. Saint Jacques, le tueur de morts, parce que c'est lui qui a, je ne sais plus quelle bataille au IXe siècle, a donné la force aux chrétiens de tuer les morts. Donc la religion chrétienne de l'Occident, c'est celle d'Urbain II, de Saint Jacques Matamoros. Ce n'est pas la religion du pape François qui baisse les pieds des migrants envahisseurs.
Et cela m'amène à vous parler de l'antiracisme, ce poison qui détruit la France. Et à ce propos d'ailleurs, j'énoncerai tout de suite le théorème du grand remplacement. Le théorème du grand remplacement. C'est un théorème, c'est mathématique, hein. Ça se démontre. Le grand remplacement est la conséquence de l'immigration, évidemment. Mais l'immigration est la conséquence de l'antiracisme. Sans l'antiracisme, ça fait belle lurette qu'on aurait arrêté l'immigration. Et l'antiracisme ne peut prospérer que par la religion de la Shoah. L'antiracisme est la conséquence de la religion de la Shoah. C'est la religion de la Shoah, la réduction ad Hitlerum, qui fait qu'on n'ose plus refuser l'immigration. Si vous êtes contre l'immigration, vous êtes un nazi. Vous voulez mettre les juifs dans les chambres à gaz. Mais c'est ça qu'on entend tout le temps, qu'il y ait le langage implicite. Donc, puisque la religion de la Shoah est la cause de l'antiracisme, que l'antiracisme est la cause de l'immigration, et que l'immigration est la cause du grand remplacement, donc, la religion de la Shoah est la cause du grand remplacement. C'est QFD. Alors, l'antiracisme, poison qui détruit la France, va très loin dans les proclamations ineptes et contradictoires. D'abord, on vous dit les races n'existent pas. Alors, nous avons publié sur notre site la démonstration, s'il en était nécessaire, que les races existent, mais enfin, bon, les races sont un fait. La division de l'espèce Homo sapiens en race, en race, c'est un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Et pour aller plus vite dans la discussion, je dis à ceux qui vous prétendent que les races n'existent pas, je leur dis, écoutez, prenez la ligne numéro 13 du métro parisien, vous verrez si les races n'existent pas. Bien. Donc les races existent. Et puis, ils vous disent, en même temps que les races n'existent pas, que la France doit être une société multiraciale. Il faut savoir. Or, la société est un système bioculturel. Nous l'avons démontré dans la politique du vivant. Donc le fond génétique, et le fond génétique, la race au sens vague ou au sens large, est le socle de l'identité, et la France est un pays de race caucasoïde. Je ne vais pas vous refaire la prière du matin du général de Gaulle, mais il a dit la France est un pays de race, de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. De race blanche, caucasoïde. Voilà. Sinon, la France ne serait plus la France. Donc il faut que la France redevienne la France par la réimmigration de la plupart des non-caucasoïdes. Alors aujourd'hui, je voudrais ajouter un mot dans le cadre à propos de l'antiracisme et de la culpabilisation, des larmes de la subversion. Évidemment, il y a l'exploitation de l'esclavage. Alors, je n'ai pas le temps de développer le sujet, vous verrez sur mon site l'article La vérité sur l'esclavage. On traite le sujet de manière complètement anachronique. D'abord, on sélectionne, on ne vous parle que d'une forme d'esclavage, que d'un courant d'esclavage, la traite des esclaves noirs à travers l'Atlantique, qui a peuplé l'Amérique de Congoïdes. Et on ne vous parle pas des autres traites. D'abord des traites à l'intérieur de l'Afrique noire, ou à travers le Sahara, la traite arabo-musulmane qui a porté sur plus de monde, beaucoup plus de monde que la traite atlantique. Personne ne vous parle quasiment de la traite des barbaresses, c'est-à-dire que les barbaresses, autrement dit les Maures, les fameux Maures, les Nord-Africains, les Maghrébins, ont enlevé sur les côtes d'Europe 1 million ou 1,5 million de gens qu'ils ont capturés. Je vous rappelle que les négriers qui transportaient des Congoïdes, des esclaves congoïdes en Amérique, les achetaient à des rois d'Afrique noire. Ils ne les enlevaient pas, ils les achetaient. C'était pas eux qui les réduisaient en esclavage. Donc l'esclavage a sévi de manière beaucoup plus large qu'on a tendance à nous le faire croire. Et puis de toute façon, l'esclavage est un phénomène aussi ancien que la société. Je me permets de vous dire que dans l'Évangile, jamais le Christ ne demande l'abolition de l'esclavage. Il ne demande même pas que l'on fît un code de l'esclavage. Saint Paul, dans ses épîtres, recommande aux esclaves d'obéir à leur maître.
les pères de l'Église, comme les philosophes stoïciens, ont justifié l'esclavage par le droit naturel. Donc, personne n'a envie d'être esclave, j'imagine. Mais personne n'a envie non plus d'être tué ou de mourir de faim. Et donc, il est complètement anachronique. Il ne faut pas. Nous avons atteint un niveau de développement qui permet justement de nous passer de l'esclavage, et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas tenir un raisonnement anachronique pour culpabiliser ce qu'ont fait nos ancêtres. Même de lointains ancêtres. C'est complètement idiot. Ça ne repose sur rien, c'est de l'anachronisme. Il faut un certain degré de développement économique pour qu'on puisse se passer de l'esclavage en réalité. Voilà le fait. Alors, donc cette culpabilisation de l'Occident et de la France sur le thème de l'esclavage comme sur d'autres sujets, Macron est allé jusqu'à dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Cette culpabilisation est un scandale et un mensonge. La colonisation a eu bien sûr des pages noires, mais globalement, elle a été un bienfait immense pour les peuples colonisés. Il y aurait 10 fois moins de congoïdes sans la colonisation. Donc ces gens qui devraient nous être reconnaissants, le sont parfois, mais pas tous. Et ceux qui nous invectivent en nous disant que nous devons maltraiter leurs ancêtres ne seraient même pas vivants pour la plupart d'entre eux s'il n'y avait pas eu la colonisation. Et les bienfaits qu'elle a apportés. Amélioration de l'agriculture, de la santé, des transports, de la médecine. Alors que faire ? Il ne faut pas répudier la compassion, prendre le rôle du méchant. Ça, c'est ce qu'attendent nos adversaires. Ils veulent faire croire que nous sommes haineux. Non, la haine est un sentiment qui nous est étranger, enfin j'espère. Nous devons condamner non pas la compassion, mais le détournement de compassion. C'est pas la même chose. Alors on dit souvent pour s'en moquer, mais en réalité c'est assez profond, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et j'ajouterais, dans ce contexte politique, charité bien ordonnée commence par la patrie. Charité bien ordonnée commence par la patrie. Nous avons un devoir sacré envers la patrie. Nous devons nous rendre compte de tout ce que nous devons à nos ancêtres qui ont fait la France. C'est prodigieux en fait. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Nous avons tout hérité d'eux, et notamment la langue française. C'est de merveilleux instruments qu'il faut défendre lui aussi. Nous avons des devoirs sacrés envers la patrie, et dans le monde réel, nous devons opter pour le moindre mal. Nous n'avons pas le droit, par une compassion mal placée, de livrer la patrie à l'envahisseur. Alors l'envahisseur, ce n'est pas forcément le petit garçon et l'âne. L'envahisseur, vous savez, quand on regarde les photos des envahisseurs, des fameux migrants, des immigrés illégaux, la plupart sont des jeunes hommes. Pas des femmes, ni des enfants, ni des vieillards, des jeunes hommes. Pourquoi ne travaillent-ils pas chez eux ? Ceux qui viennent de Syrie, la plupart sont congoïdes et viennent d'Afrique noire. Mais ceux qui viennent de Syrie, il y a une guerre civile en Syrie, alors ils pouvaient choisir leur camp. Pourquoi ne se sont-ils pas enrôlés dans l'armée ou chez les rebelles, si c'était leur choix ? Ils ont fui le pays en guerre alors qu'ils avaient 20 ans. Et là, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la sincérité des militants de l'immigration. Sincérité peut-être, mais justice immanente quand vous apprenez que des gens qui ont accueilli des migrants se font assassiner ou violer par eux, j'ai envie de dire justice immanente, tant pis pour vous. Hein. Voilà, je n'avais pas de pitié pour vous, vous n'avez pas de pitié pour la France. Alors, quand on dit aimez votre prochain, mais qu'est-ce que le prochain ? Qu'est-ce que le prochain ? Celui qui vous est proche. Pierre Milan. Henri Lescure. C'est bon pour lui, il est proche. Charles, Mika, Pierre, nous sommes proches. Prochain. Dans l'Ancien Testament, c'est clair, d'ailleurs, le prochain, c'est uniquement l'autre juif, hein, pas le non-juif, hein, pas le goy. Alors nous sommes un peu plus large d'esprit. Mais il y a, comme l'avait dit si bien Le Pen un jour, une hiérarchie des dilections. Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin, et mon voisin à l'étranger. Nous avons un devoir de fraternité fondé sur le sang. Le prochain, c'est d'abord le frère de race. En prenant le mot race au sens vague et général de communauté de sang.
communauté des ancêtres. Donc, nous avons proposé, au PNL, Parti national libéral, une nouvelle devise pour la France. Liberté, égalité, fraternité, c'est un peu vague, pas assez précis. Liberté individuelle. Égalité civique. Civique, ça veut dire pour les citoyens, pas pour les étrangers. Fraternité raciale. Liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale. Je pense que ça peut vous réconcilier avec cette devise si vous aviez des doutes sur elle. Et puis, sur ces principes, nous ne devons pas hésiter, ayant ainsi posé nos principes, priorité à la patrie, préférence nationale, il faut dénoncer les traîtres à la patrie. Les traîtres, au plus haut niveau. Nicolas Sarkozy, en 2007, signe le traité de Lisbonne, qui dit que le droit européen est supérieur même à la Constitution française. Et qui de plus, est le même texte écrit autrement, sur le fond, que la Constitution européenne rejetée par le peuple. Et il fait voter ce texte, repoussé par le peuple, il le fait approuver par le Parlement. Forfaiture, crime de forfaiture. Cet homme aurait dû et devrait passer en cour martiale pour haute trahison. Voilà. Alors, il faut dénoncer les traîtres à la patrie, il faut dénoncer les pharisiens qui font un appel dévoyé à la compassion pour leur entreprise de subversion. Il faut dénoncer inlassablement l'idéologie dominante, qui, comme vous le savez, depuis mai 68 n'est plus le collectivisme marxiste, mais le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolite ou cosmopolitique. Celle de Diogène le Cynique, celle de Bernard-Henri Lévy, celle de Emmanuel Macron. Il faut dénoncer inlassablement le cosmopolitisme et l'appeler par son nom, au lieu, comme le font les craintifs ou même les candoles, c'est-à-dire ces hommes classés à droite soumis au cosmopolitiquement correct, d'employer des euphémismes. Donc, euphémisation. Au lieu de dire cosmopolitisme, on dit mondialisme, idéologie des droits de l'homme, marxisme culturel, etc. Non. Non. Cosmopolitisme, citoyen du monde. Doctrine, idéologie des citoyens du monde. Le citoyen du monde est celui qui se citoyen nulle part, parce qu'un citoyen est citoyen de la cité qui a des frontières, qui a des murs. Alors ça s'applique à bien des domaines, non seulement pour dénoncer ceux qui prêtent la main à l'invasion de la France et à l'invasion de l'Occident par les immigrés, les illégaux, ou légaux d'ailleurs, mais aussi, il faudra développer ce point, pour dénoncer les assauts conduits contre la famille, depuis mai 68, qui ont abouti pratiquement à la destruction de la famille. Quelques chiffres, simplement. En 1789, il y avait 1% de naissances hors mariage. En 1968, 5% de naissances hors mariage. Aujourd'hui, 60% de naissances hors mariage. Aujourd'hui, en France, 60% de naissances hors mariage. Et cet assassinat de la famille a été perpétré pour des raisons idéologiques, à cause de l'idéologie cosmopolitique, essentiellement, non seulement par la pornographie, par la propagande antifamiliale, mais par des modifications législatives, motivées par la compassion. Les enfants adultérins devaient avoir les mêmes droits que les enfants légitimes, coup mortel porté à l'institution familiale. Les couples non mariés, concubins, maintenant pacsés, sans parler des mariages homosexuels, devaient avoir les mêmes droits que les couples mariés. Alors, il n'y a plus d'intérêt de se marier. On va dire, je vous donne le tuyau, mais il n'y a plus que les femmes qui ont intérêt à se marier. Hein. Parce qu'en cas de divorce, elles peuvent cuire les poils de leur ex-mari. Hein. Mais les hommes n'ont plus intérêt. Objectivement. Ils doivent le faire par civisme et par morale. Et sinon... Voilà, donc le mécanisme de la subversion est le même pour la famille que pour l'immigration. Et la famille, c'est aussi grave que l'immigration en réalité. Parce que s'ils n'ont plus d'enfants, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus de famille. Alors, il faut prendre conscience de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les civilisations, comme disait l'autre c'était Paul Valéry, sont mortelles, mais les nations sont mortelles aussi. Notre nation, la France, est en danger de mort. Quand on voit la vitesse du grand remplacement, la dénatalité, la vitesse de la décadence des mœurs,
notre France est en danger de mort. Notre civilisation est en danger de mort. Elles sont attaquées de l'intérieur par l'idéologie cosmopolite et par l'oligarchie qui la porte, laquelle est la section locale de la superclasse mondiale. Alors nous avons le devoir de combattre cette idéologie de mort en vertu de l'amour que nous portons à notre patrie et en vertu du devoir que nous avons au service de la nation. Merci. Bravo, vraiment bravo et merci Henri pour cet exposé absolument magistral. Merci, bravo et merci Henri pour cet exposé magistral. Naturellement, comme d'habitude, tu as traité le thème dans tous ses aspects. Et en fait, si je devais être un poète, je dirais c'est une lumineuse vérité dans la nuit du mensonge et de l'ignorance. Mais je ne vais pas faire de l'Achille Talon. Donc, en tout cas, excellent, merci. Je suis malheureusement, je viens de lui dire à l'oreille, je suis obligé de partir à 10h, sinon j'ai des problèmes vraiment de transport grave. Donc je vais commencer la séance de questions, mais je vous prie de m'excuser, je suis obligé de partir en cours de séance de questions. Ce qui me désole parce que je suis sûr que vous en aurez de nombreuses. Alors je demande à quelqu'un de franchir le mur de la première question. Monsieur. Bonsoir Monsieur Lesquin, merci d'abord pour votre présentation. Parlez fort s'il vous plaît pour votre honneur. Pensez-vous que cette maladie de l'hypersensibilité occidentale pourrait être... De quoi? De l'irresponsabilité? De l'hypersensibilité. Ouais. Cette maladie pourrait être insufflée à des populations mongoloïdes par exemple? Ou est-ce que c'est propre vraiment au Caucase? Non, alors la superclasse mondiale s'est formée d'abord aux États-Unis, mais aujourd'hui elle règne sur le monde. Et si vous suivez bien l'actualité, vous verrez que le Japon est soumis régulièrement à des attaques. C'est-à-dire que le Japon est très non pas fermé, mais solide. Bon. Mais il y a au Japon le cheval de Troie de l'oligarchie, c'est pas de la superclasse mondiale, et on essaye de ramener le Japon au diapason des sociétés occidentales. La résistance est assez grande. Et ce n'est pas du tout dit que ça puisse réussir. Aujourd'hui, je signale que le mouvement des esprits va dans le bon sens. Hein. J'ai parlé des murs. Trump représente... L'élection de Bolsonaro a été une divine surprise. Bolsonaro, c'est quand même quelqu'un, on nous disait dans la presse... c'est un type d'extrême droite, il est raciste, il est homophobe, et il est machiste. Alors je me suis dit, quelqu'un à qui on dit ça ne doit pas être entièrement mauvais. Hein. Effectivement, il ne l'est pas, mais il n'est pas du tout sexiste, il aime beaucoup les femmes, d'ailleurs. Hein. Bon, il est une femme charmante. Non. Non mais on le caricaturait. Donc aujourd'hui, la pousse, nous sommes quand même dans un mouvement, j'aurais pu terminer par là, un mouvement très rempli d'espérance, comme le disait le camarade Pierre Milan. Le communisme s'est effondré en 1991, après plusieurs années de dégradation. J'espère voir, et que vous verrez aussi, l'effondrement du cosmopolitisme. Aujourd'hui, je vous dis, le mouvement est très prononcé, très fort. Le mouvement des Gilets jaunes, qui est tout à fait inédit, qui ne ressemble à rien, va dans ce sens. C'est une divine surprise, le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a beaucoup de raisons. Et puis les Gilets jaunes s'en prennent aux journalistes. Ils ont bien raison, parce que ces journalistes sont les vecteurs du matraquage idéologique du cosmopolitisme. Les journalistes sont systématiquement ce travail de sape des idées libérales et identitaires, des idées de liberté et d'identité. Donc alors disons que les Mongolides ne sont pas à l'abri. La Chine est à l'abri puisque c'est un pays communiste, enfin dirigé par un parti communiste. Donc la Chine, tant que le parti communiste dirige, est à l'abri. Le collectivisme est anticosmopolite. Hein. Et le Japon est un peu atteint, mais je ne suis pas trop inquiet pour le Japon. La Corée, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit atteinte. Donc il y a donc la volonté, la superclasse mondiale veut vraiment
cosmopolitiser le monde entier. Mais il y a de fortes résistances dans les pays d'Extrême-Orient, de l'Asie jaune. On peut dire d'ailleurs aussi que c'est vrai, la Malaisie étant les valeurs asiatiques opposées aux valeurs occidentales, c'est-à-dire en fait aux valeurs cosmopolites, enfin, qui ne sont pas des valeurs, aux idées cosmopolites, non. Donc je suis assez optimiste pour les mongoloïdes. Hein. Mais bon... Selon vous, ça peut être plus génétique que... Pas de conversation, parce qu'il y a une question là-dedans. Non, je n'ai pas dit que c'était génétique. Tout le monde peut être converti au cosmopolitisme. Essayez d'éviter les conversations, parce qu'il y a d'autres... Monsieur là-bas au fond. Bonsoir toute l'Assemblée. J'ai entendu l'émigration, c'est 250 000 personnes par an. Je viens d'entendre tout à l'heure sur Radio Courtoisie que le nouveau pacte le pacte de l'ONU. Le pacte va permettre 1 million. Ah oui, certainement. 4 fois plus. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle considérablement catastrophique? Ah oui et non, en fait, non, ce n'est pas sérieux. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas parce que c'était dit tout à l'heure que c'est vrai. Surtout à Radio Courtoisie. Non, alors je vous réponds. Le pacte de Marrakech est une honte parce qu'il exprime l'engagement moral et politique d'organiser l'immigration. Mais il n'y a pas d'engagement chiffré. Ce qu'on peut dire, c'est que Macron, qui a signé ce pacte scélérat, a la volonté, évidemment, de livrer la France à l'immigration. D'ailleurs, il a battu tous les records en 2018. Nous avons atteint justement 250 000 entrées légales, sans parler des illégaux. Et Macron, dans son grand débat, son pseudo-grand débat, son prétendu grand débat, nous explique qu'on pourra discuter d'immigration, mais uniquement de quotas d'entrée, pas de quotas de sortie. Hein. Parce que je vous signale qu'il n'envisage pas la réimmigration. Qui est d'ailleurs très simple. Alors, je fais une parenthèse. Il faut bien comprendre que ceux qui vous disent que la réimmigration est impossible sont des zozos. L'immigration, c'est le solde migratoire. C'est X moins Y. Les entrées moins les sorties. Bon. Actuellement, 200 000, 250 000 d'entrées, plus que de sorties. Ben, il faudrait que X moins Y, au lieu d'être égal à plus de 200 000 ou plus de 250 000, soit égal à moins de 100 000. Ce qui est très possible à condition évidemment de modifier la législation dans beaucoup de domaines, notamment, la première chose c'est de ne pas renouveler les titres de séjour des immigrés. Et ensuite de ne pas donner des avantages aux immigrés illégaux. Voilà. Donc regardez dire sur mon site le programme de lutte contre le programme pour organiser la réimmigration, c'est très simple dans son principe. Donc voilà, donc le pacte de Marrakech n'est pas précis dans ses indications, il montre simplement la volonté de l'oligarchie cosmopolite qui nous dirige et qui a affilé le pouvoir à l'Élysée, qui s'appelle Macron, de nous faire submerger, d'organiser la submersion de la France par les immigrés non européens, non occidentaux, non caucasoïdes. En 25 ans, c'est fait. Ah, ça va très vite. Mais la réimmigration peut aller aussi très vite. Voilà. Oui, monsieur. Quand si la France est un jour en phase de sortie de décolonisation, que proposez-vous pour abolir la musique nègre? Alors, je ne propose pas d'abolir la musique nègre, hein. Moi je suis pour la liberté d'expression. J'ai simplement proposé, si j'étais au pouvoir, j'aimerais un ministre de la Culture, des Affaires culturelles, qui donnerait des directives aux médias publics, radio et télévision. La musique nègre serait bannie des médias publics. D'autre part, il y a actuellement, il faudra le garder, des cahiers des charges qui sont imposés à tous les médias, radio et télévision, privés, mais autorisés par l'État, par le CSA actuellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bien, actuellement, le CSA impose, mais ne fait pas respecter sérieusement, un quota de chansons françaises. Eh bien, le CSA, qui serait d'ailleurs rattaché au ministère de la Culture, pourrait parfaitement dire, écoutez, vous ne devrez plus diffuser de musique nègre. Alors, il faudrait évidemment expliquer ce qu'on appelle la musique nègre, c'est-à-dire, du point de vue culturel, c'est l'expression de l'âme des populations de race mongoïde. Ça va du sommet qui est le jazz, qui est très beau,
J'ai souvent dit d'ailleurs qu'il fallait être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Ça n'atteint pas le niveau de la musique classique occidentale, mais c'est quand même, ça peut quand même être très beau. Et au niveau le plus bas, il y a le rap. Mais il faut exclure entièrement la musique nègre des médias publics et des médias autorisés par l'État. Voilà la seule chose que je propose, qui n'interdirait pas aux amateurs de cette saloperie qu'on appelle le rap, ou de ce qui n'est pas une saloperie mais qui n'est pas occidental, qui s'appelle le jazz, de les écouter sur Internet, d'acheter des CD, des DVD. Donc il n'est pas question d'interdire. Oui. Il est question simplement de revoir la programmation des médias publics autorisés par l'État. Ça n'a rien d'antilibéral. Autre question. Ah, s'il y a plus... ah non, attendez, vous venez de poser une question, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Ah, si personne, tout le monde est convaincu. Une jeune fille peut-être, non? Alana. Il y avait une question derrière. Ah bah, il faut se lever alors qu'on vous voit, parce que... Ah, Evelyne, j'aurais dû vous saluer. Evelyne Josselin. Un véritable parti libéral n'aurait pas de médias d'État. Oui. Alors, je suis national-libéral et pas libéral utopique. Donc, j'admets qu'il y ait des médias d'État dans une société, ne serait-ce que, chère Evelyne, pour défendre la langue française contre l'invasion de l'anglais. Je vous taquine. Je vous taquine. Alors, Evelyne Josselin est l'auteur d'un livre absolument remarquable sur Trump, dont le titre, rappelez-moi. Le titre du livre sur Trump. J'essaie de m'en Et souvenir. un autre sur... Pour le meilleur et pour le pire. Trump pour le meilleur et pour le pire. Ben, pour l'instant, c'est plutôt pour le meilleur que pour le pire, hein, me semble-t-il, Evelyne. Complètement. Ah oui, vraiment, là, il est vraiment très bien. Hein. Autant dans ma chronique qu'à la radio que vous m'avez confiée, eh bien, j'en parle de façon récurrente. Ah ouais. Vous ne vous êtes pas trompé. Oui. Alors, quelle était votre question? Est-ce que j'ai répondu C'est pas une question, c'est une simple remarque qu'un État véritablement libéral. Oui, là aussi j'ai répondu. J'ai dit, moi je ne cherche pas à avoir un classement, alors peut-être qu'on va me le reprocher, mais je ne cherche pas à être classé par les ultra-libéraux 100% libéral. Je suis national-libéral, donc je veux un compromis entre le libéralisme et le nationalisme. Et j'ai souvent exprimé ça de manière un peu provocante, chère Evelyne Josselin, en disant, mais le national-libéralisme c'est simple à comprendre, c'est virer les immigrés, brûler le code du travail, et pas le contraire. C'est un bon résumé. Autre question, une jeune fille. Alana, vous avez réfléchi à votre question? Timide, hein? Ekaterinbourg, Claire. Tout était très clair. Tout était clair pour Claire. Alors, monsieur. Déjà, bonjour Monsieur Delesquin, je vous remercie de votre conférence qui est très intéressante. J'ai une question, car étant moi-même un néophyte de votre idéologie, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des lectures que vous recommandez afin de mieux vous comprendre? Alors, absolument. Alors, nous avons défini notre idéologie développée par le Carrefour de l'Horloge depuis 1974. À l'époque, ça s'appelait le Club de l'Horloge. Comme le national-libéralisme, ou libéralisme national, la synthèse du libéralisme et du nationalisme. Partant du principe que le libéralisme est une doctrine juste et incomplète, ce qui a choqué peut-être notre ami, mais voilà. Et alors, nous avons 12 maîtres à penser. Alors, vous lisez d'abord, dans l'ordre de la simplicité. Lisez d'abord, il faudrait peut-être qu'il soit... Là j'ai eu un incident technique, c'est bien que mon site parce que je n'ai pas renouvelé la carte bancaire, le site Henri de Lesquin est pour l'instant HS, mais dans quelques jours il sera en ligne, donc le site henridesquin.fr. Il y a beaucoup d'articles dans la partie analyse, vous pouvez lire aussi le programme d'ailleurs, et vous verrez une série d'articles qui vous donneront des indications sur ce que nous défendons. Bon. Des articles courts en général, donc voilà. Ça c'est le plus simple. Vous avez bien sûr toutes les vidéos, c'est plus long. Toutes les vidéos qui sont sur le site du Carrefour de l'Horloge et sur le site personnel Henri de Lesquin. Et puis il y a les livres du Carrefour de l'Horloge. Alors les deux plus importants sont les deux premiers. Les racines du futur et la politique du vivant. Et puis il y a, vous pouvez lire le refus de l'exclusion dont j'ai parlé, qui est aussi une bonne synthèse. Beaucoup d'autres encore. Le Club de l'Horloge, Carrefour de l'Horloge a publié une vingtaine de livres. Mais
Alors, pour compléter cela, vous avez ensuite, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous êtes jeune, vous pouvez beaucoup lire encore, je vous invite à le faire, les 12 maîtres de la pensée, qui sont donc des auteurs extrêmement importants, extrêmement intéressants. Alors, dans l'ordre, c'est un ordre chronologique à peu près, j'essaie de ne pas me tromper, de ne pas en oublier. Edmund Burke, Hippolyte Taine, Gustave Le Bon, Vilfredo Pareto, Carl Schmitt, Arnold Gehlen, Konrad Lorenz, Jules Monroe, non, je ne respecte pas l'ordre chronologique, Jules Monroe, Julien Freund, Jacques Monod, j'en suis à 10, donc il m'en manque 2, mais bon... Friedrich August von Hayek et Ludwig von Mises. Voilà. Donc, je vais arriver à 12. J'aurais pu, par nationalité, c'était plus simple d'ailleurs. Voilà les 12 auteurs qui sont parfois en contradiction, évidemment. Sur le libéralisme, par exemple, Mises et Carl Schmitt n'ont pas exactement le même point de vue. Hein, donc, nous faisons une synthèse. Nous prenons notre miel dans tous ces auteurs, dans ces grands auteurs. En revanche, un auteur qui n'est absolument pas notre maître à penser, notre référence, c'est Charles Maurras. Charles Maurras dit beaucoup de choses excellentes sur l'héritage, mais enfin, il est d'un niveau intellectuel très inférieur. Je ne comprends même pas comment. Charles Maurras est le penseur politique qui a exercé la plus grande influence en France au XXe siècle, et pour moi c'est un mystère. Parce qu'il n'a absolument pas le niveau des auteurs que je viens de citer. Absolument pas. Et son argumentation est extrêmement faible sur beaucoup de sujets. Donc non, ne perdez pas votre temps à lire Maurras. Hein. Surtout, vraiment. Je suis désolé si j'en choque quelques-uns, mais je peux argumenter sur Maurras très longtemps. Hein. Voilà, donc voilà, le site d'abord. La semaine prochaine, il sera en ligne, je pense. Pierre, il sera en ligne la semaine prochaine. Le site. Henri de Lesquen. Bon, déjà, le site PNL, le site natlib.fr, vous aurez des textes. Hein. Oui, vous avez déjà l'essentiel. Sur natlib.fr. Là, ça n'est pas en ligne. Hein. natlib.fr, le site du Parti national libéral. Vous verrez l'essentiel, etc. Vous mettre à la pensée. Donc vous aurez beaucoup de références. Pour le national-libéralisme, qui est notre formule magique de synthèse idéologique. Monsieur ? Bonsoir, monsieur de Lesquen. De Lesquen. Oui, ce que je dis. J'ai entendu de Lesquen. Ah non, de Lesquen. Alors le S se prononce, à la différence de l'aéroport de Lille, qui n'a rien à voir avec moi, on dit Lesquen. C'est un I et pas un E d'ailleurs à la fin. Moi c'est du breton, c'est Lesquen. Alors monsieur. J'ai écouté beaucoup de vos vidéos et quand vous parlez de réimmigration, pour on va dire arriver à réémigrer autant de personnes, entre que ce soit les Français de papier ou des non-Français, comment, autre que les enquêtes de voisinage, vous arriverez à faire en sorte que autant de personnes... Alors attendez, moi je vais proposer concrètement une formule simple. X moins Y actuellement c'est plus 200 000, je propose X moins Y égale moins 200 000. Enfin, ça ne paraît pas extraordinaire. Il faut que les sorties dépassent les entrées de 200 000. Bon. Quel est le mode comment faut-il faire? D'abord, il faut effectivement s'attaquer à la question des Français de papier. Mais avant les Français de papier, vous avez déjà beaucoup d'étrangers qui sont en France, qui ne sont pas français, qui n'ont pas la nationalité française, qui peuvent partir. Alors la solution est très simple. Il faut bien savoir que lorsqu'on n'est pas français, on n'a pas la nationalité française, qu'on soit dans le français de papier ou français véritable, français de souche, français véritable, on est en France parce qu'on a l'autorisation d'y être. Alors on a soit l'autorisation d'y être parce qu'on a la nationalité européenne, et que actuellement le traité européen, quand il faudrait sortir, je suis pour le Frexit. J'ai dit que le Frexit m'excite. Mais en tout cas, en dehors des Européens, les étrangers donc doivent avoir un titre de séjour, même les Européens, je crois, mais on leur donne automatiquement. Mais il suffit de ne pas renouveler le titre de séjour. Actuellement, ce titre de séjour de 10 ans renouvelé automatiquement, il faut raccourcir la durée, et ne pas le renouveler. Et alors l'immigré qui n'est plus autorisé à rester, il doit partir. On me dirait, il ne va pas partir. Donc à ce moment-là, on est ramené au problème
de l'immigré illégal. Donc il faut mettre fin ou réduire au minimum l'immigré. Comment faire? Les immigrés illégaux qui viennent en France, pourquoi viennent-ils en France? Parce qu'on les loge, parce qu'on leur donne l'école, parce qu'on leur donne l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas la sécurité sociale, mais ils ont les mêmes avantages gratuitement que les Français, et même les immigrés légaux. On leur donne donc, logement, emploi, ils ont des emplois en fait. La retraite. Pardon? La retraite. Non, pas la retraite, non, c'est faux. S'ils ont 13 706, Non, 370 à 2 personnes de plus de 65 ans. Non, ils n'ont pas la retraite. Dans les immigrés légaux, ils n'ont pas la C'est retraite. une forme de retraite. Non, ils ont peut-être des aides, il y a toutes sortes d'aides. Bon, c'est très simple. Il faut supprimer les aides. Il faut supprimer l'aide médicale d'État, il faut interdire aux écoles de recevoir des immigrés illégaux comme élèves. L'enfant est un immigré illégal comme son père, comme ses parents. Il faut interdire l'accès au logement, il faut interdire, etc. Tout, quoi. Il faut supprimer toutes les aides. Et ça peut se faire... alors, pour être franc, une partie doit se faire après modification de l'article 55 du Code de la Constitution, qui donne la priorité au droit étranger, dit international, sur le droit français. Et parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème, il est politique, il est aussi juridique, parce qu'on a accordé ce qu'on appelle l'état de droit, c'est le gouvernement des juges, qui permet aux juges de décider, au nom de vastes principes, ce qui doit se faire, contre la loi. Autrefois, les juges devaient appliquer la loi, maintenant ils jugent au-dessus de la loi. Ils jugent contra legem, contre la loi. Bon. C'est très fréquent, hein. Ils manquent des grands principes tirés de leur chapeau pour juger contre la loi. Donc il faut évidemment modifier la loi, mais il faut aussi faire en sorte que les juges ne puissent pas faire échec à la loi. Ce qui suppose une modification de la Constitution. Mais bon, un référendum ferait l'affaire, et je ne vois pas comment les Français repousseraient un référendum qui leur demanderait de rétablir la souveraineté nationale complètement. Donc la réimmigration, c'est très simple, ça ne demande que de la volonté politique. Autre question? Il me reste un quart d'heure de questions. C'est à moi qui n'y en ai plus, mais dans ce cas-là, nous prendrons le... Monsieur. Oui, déjà merci pour votre conférence et pour votre travail. Et sinon, j'avais une question par rapport à une émission de Radio Athéna où vous aviez invité un économiste concernant la crise économique qui est bien. Marc Rousset, ouais. Et durant cette émission, quelqu'un vous avait posé une question concernant Piero San Giorgio et le survivalisme, et vous avez dit que vous n'aimez pas trop, vous n'étiez pas trop d'accord avec ce qu'il faisait, mais vous n'aviez pas trop développé. Non seulement, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je l'invite, il vient à Radio Athéna le 28. Ah oui. Le 28 janvier. Alors nous discuterons du catastrophisme, mais ça ne veut pas dire que je suis aussi inquiet que lui sur le risque de catastrophe. Je suis plus modéré. Mais c'est très intéressant. Donc le sujet de la catastrophe, si vous voulez, l'accident, tout va bien, et puis tout à coup, crac, on est là, tout le monde va bien, on est heureux, et puis on est un peu distrait, on traverse la rue, et on est écrasé. Bon, l'accident. Donc ça, c'est la catastrophe individuelle. Mais les catastrophes collectives sont nombreuses. Imaginez, on a les tremblements de terre, les raz-de-marée, ça c'est plutôt pour les pays étrangers, mais il peut y avoir une catastrophe atomique, une centrale nucléaire qui explose, ça peut arriver. Et il peut y avoir aussi des attentats terroristes de grande envergure. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il faut se préparer au pire pour le conjurer. Voilà. Mais donc, non, c'est un... Piero San Giorgio est un individu fort sympathique, une personne fort sympathique, fort intéressante, mais je ne partage pas toutes ses idées, c'est clair. Mais je pense qu'il faut connaître ses idées. Et je le recevrai donc à Radio Athéna, donc le 28 janvier, lundi 28 janvier à 19h. Voilà, donc vous êtes rassurés. Autre question? Alors attendez, le premier qui est devant, ensuite... Merci. Oui, bonsoir. Je crois que vous avez essayé de vous présenter à la dernière élection présidentielle, mais il me semble que vous avez eu des difficultés parce que vous avez obtenu, je crois, si je me trompe, hein, sauf si je me trompe, mais un seul parrainage. Donc non, je reçois aucun parrainage. J'ai demandé à tous ceux qui voulaient me parrainer de le transférer à Fillon. Ah d'accord. Parce que je considère que Fillon était le seul qui... Alors Fillon n'était pas idéal, il a montré ensuite à quel point il n'était pas idéal, parce qu'il a appelé à voter pour Macron, mais Fillon était le seul qui put battre, sur les 11 candidats, celui qui a le moins mauvais programme, et c'était le seul qui put battre
Macron au second tour, le candidat de l'oligarchie cosmopolite. Donc le raisonnement élémentaire conduit à penser qu'il faut choisir le moindre mal. D'accord, je n'avais pas cette information parce que donc je me suis dit, c'est pas la peine d'assister, de toute façon je n'aurai jamais les 400 ou 500 signatures. Oui, parce que comment ça c'était impossible. Un candidat comme Asselineau ou Jean Lassalle arrive à obtenir 500 signatures alors... Parce qu'ils ont... parce qu'ils se donnent un mal fou, ils dépensent de l'argent, et Asselineau il est à la tête d'une secte. Donc il a les militants de la secte, et en plus, en fait le système c'est d'envoyer des jeunes filles aussi jolies que Alana et Katerina Auclair, qui vont voir les maires, je ne dis pas quel pays d'or, personne, mais qui leur arrachent les signatures. Ça se passe comme ça. Comme il y a 30 000 maires en France, et bien, les maires sont assiégés par des jolies militantes et à laquelle parfois ils n'osent pas résister. Comment résisterait-on aux yeux de Claire? Je parle des maires, bien entendu. MAIRS. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur Delesquin. Merci pour cette belle conférence. Je voulais revenir un petit peu sur le sujet de la pleurnicherie cosmopolite à propos de l'antisémitisme, et je voulais que vous parliez du cas de Richard Wagner et de cette obsession pour son antisémitisme et de cette question de condamner sa musique ou de condamner l'homme, voire les deux. Alors Richard Wagner est un des plus grands musiciens qui ait jamais existé. Je suis un amateur d'opéra et les 3 plus beaux opéras que je connaisse sont la Norma de Bellini, Don Giovanni de Mozart et Tristan et Isolde de Wagner. Bon, Wagner c'est extraordinaire, c'est un fabuleux musicien. Alors Richard Wagner était violemment anti-juif, il a écrit des pages contre les juifs, bon, c'est un fait. Mais qu'importe, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les analyses qu'il a publiées contre les juifs, que je dois dire je n'ai pas lu pour ma part, c'est la beauté de sa musique, à vrai dire. Les idées... Alors, Wagner prétendait évidemment être un auteur total, de faire un spectacle total, et donc développer non seulement... il se considérait plus qu'un musicien, il avait tout une philosophie ou une métapolitique de sa musique et de ses opéras. L'opéra était pour lui un spectacle total, et c'est vrai que c'est prodigieux. C'est prodigieux avec une belle mise en scène, pas avec les mises en scène scandaleuses de l'Opéra de Paris. Donc peu importe que Wagner soit anti-juif, ce n'est pas ce qui retire quoi que ce soit à la grandeur du personnage et à la beauté immense et incomparable de sa musique. Autre question, il nous reste 10 minutes de questions, si vous voulez, attendez. Sinon... Bonsoir. Bonsoir. J'ai vu récemment qu'il y avait un parlement juif, un parlement juste pour les juifs, uniquement réservé à eux, qu'à Bruxelles, et je voulais savoir si vous en aviez... on a peu d'informations là-dessus, et si vous aviez des... écoutez, non, informations là-dessus. Je n'ai aucune information, mais tout groupe a le droit de s'organiser librement. Bon. Alors le fait qu'il y ait un... Alors, tout le monde a le droit de s'organiser librement, mais en même temps, on peut souligner quand même que l'organisation communautariste est contraire au principe de la République. Alors, pour ce qui est de la France, le CRIF, qui est le Conseil suprême des Juifs de France, est une institution profondément anti-républicaine, qui d'ailleurs est au service d'un État étranger, l'État d'Israël, et qui organise la sécession des Juifs de la communauté nationale. Pour un bon républicain, un bon nationaliste, les Français juifs sont comme les Français non-juifs, ou les Français chrétiens, ou athées, ou agnostiques, ou protestants, ou bouddhistes. Ils sont français. Et leur adhésion ou leur foi juive ne doit pas entrer en conflit avec leur appartenance nationale. Beaucoup de juifs, pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, ont montré leur attachement à la nation française. Mais même s'ils ne le disaient pas publiquement, un Français juif, par opposition à un juif français, est quelqu'un qui rejette le Talmud, puisque le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. Si on considère que si on est juif et français, qu'on considère que les Français non-juifs sont des bêtes, on n'est pas vraiment nationaliste, ou on n'aime pas vraiment la nation française. On considère qu'elle se divise en deux. Donc, il y a
dans la religion talmudique, le Talmud étant le livre sacré des Juifs, enfin, il y en a deux d'ailleurs, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, une doctrine profondément et intrinsèquement raciste, qui est insupportable pour l'esprit républicain, ou l'esprit nationaliste, ou l'esprit d'humanité, tout simplement. Hein. Voilà, alors, l'organisation confessionnelle, très bien, mais la sécession, mal, c'est très mal. Autre question ? Bon. S'il n'y a pas de défenseur des libéralistes, ne veut pas intervenir ? Rien à dire. Hein ? Rien à dire ? Pas de questions ? Pas de regrets ? Si ? Bon.